Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes vendredi et on est là, on est présent pour la grande finale ce soir. On vous réserve une belle petite soirée sportive avec énormément d'informations concernant l'actualité sportive. Mais déjà, les grandes lignes avec le sommaire. Au sommaire ce vendredi 7 juillet, suivez toute l'actualité sportive dans LGT News. En focus, des détails sur la mascotte de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en ouverture de la deuxième édition du tournoi UFOAB U20 Gasson. C'est notre actu. Très bonne émission avec Marie-Christine Begré et sa team. Effectivement, on aura l'occasion de parler de la mascotte de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. La mascotte qui vient d'être fraîchement dévoilée ce soir par la Fédération ivoirienne de football et de la COCAN. On en parlera dans l'actu, mais déjà, on vous réserve les news. Donc, on part tout de suite pour LGT News. LGT News. Débutons ce LGT News avec du football. Mercato, Cramo Aubin quitte l'ASEC pour un club tanzanien. Comme chaque mercato, l'ASEC Mimosa se prépare à voir ses meilleurs éléments quitter le club. C'est le cas de Cramo Aubin qui a troqué le maillot jaune et noir pour le rouge et blanc de la formation de Simba SC. L'ailier ivoirien de 27 ans a paraffé un bail de 2 ans avec l'écurie tanzanienne. Avec l'ASEC Mimosa, Cramo a réalisé le doublé la saison écoulée en remportant le championnat et la coupe nationale. Classé deuxième du championnat tanzanien derrière Young Africans au terme de l'exercice 2022-2023. Simba SC compte faire mieux la saison prochaine avec l'arrivée de Cramo Aubin. LGT News. Africa Sport, la voix des gradins dénonce des dysfonctionnements dans la gestion du président Kyo. Ce jeudi 6 juillet 2023 a eu lieu à Cocody une conférence de presse organisée par la voix des gradins, une structure qui a pour vocation d'apporter un soutien inconditionnel et multiforme aux dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Objectif de cette rencontre, présenter la structure et donner ses positions vis-à-vis de la gestion actuelle de l'Africa Sport. La voix des gradins dénonce une mauvaise gouvernance et une gestion approximative du club vert-rouge. Écoutons son PCA, Zieboulou Crépin. Nous sommes venus aujourd'hui pour cette conférence de presse pour éclaircir toutes choses, pour dire aux yeux du monde que réellement ce qui se passe à l'Africa. Et apporter aussi les démentis et aussi donner les solutions aussi, au président. Nous voulons qu'il mette la société de gestion de l'Africa en marche. Parce qu'avec cette société de gestion, je pense que l'Africa va se faire construire. Parce que sans ça, il ne voit pas la construction de l'Africa. LGT News. Éliminatoire Ligue des champions féminines, l'Atlético d'Abidjan connaît ses adversaires en marge de la réunion de son comité exécutif qui a eu lieu ce vendredi 7 juillet à Rabat, au Maroc. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions féminines. Le représentant ivoirien à cette compétition, l'Atlético d'Abidjan, a hérité du groupe A et affrontera les Burkinabés de l'Union sportive, les Nigérianes du Delta Queens et les Béninoises de Samneli. Pour sa première participation à cette compétition, dont la phase finale se déroulera en Côte d'Ivoire, l'Atlético devra aller chercher le seul ticket de la zone UFOAB lors du tournoi qualificatif au Nigeria du 18 au 31 août 2023. C'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie pour la grande team. Et une dernière information, dernière heure pour vous. Avant le Maroc, les éléphants joueront avec le Mali en amical. Comme l'a indiqué le journaliste Drissa Nyono sur son compte Twitter, les éléphants de la Côte d'Ivoire affronteront prochainement les aigles du Mali. Cette rencontre amicale se déroulera le 12 septembre prochain au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à 20h GMT. Elle interviendra quelques jours seulement après la 6e et dernière rencontre de la phase de qualification de la CAN 2023. Pour rappel, les troupes de Jean-Louis Gasset affronteront le Lesotho lors de cette ultime journée du 4 septembre prochain. Le match face au Mali sera un test intéressant, un peu moins d'un mois avant d'affronter le Maroc le 14 octobre prochain également à l'occasion d'une rencontre amicale. Bon. Pour la grande team de ce soir, pour la première partie, je serai en compagnie de Balo, de Yellow et de Choualio Diomandé. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va chez vous? Choualio Diomandé, oui. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Ainsi que moi d'être présent sur le plateau de la grande team. Vous commencez toujours en douceur et après, c'est le feu. Top. On a hâte de voir la suite. Yellow et vous? Je vais très bien. Bon, on était ensemble toute la semaine. Effectivement. Donc c'est bien de vous avoir en fin de semaine. Merci. On va débuter le week-end ensemble, tout en douceur. Ah ouais, d'accord.
Dès que j'ai parlé de week-end, Yellow est tout éclatante. Balo et vous? Oui, ça va, ça va. En tout cas, je suis prêt à vous suivre hein, pour le week-end. Non, Balo n'est pas sur la liste. Mais bon, c'est dommage. Nous avons un service militaire. Voilà, vous, c'est le service militaire. D'ailleurs, on commence le boulot tout de suite avec vous, parce qu'avec vous, Balo, on parle de Pépé, qui a repris avec Arsenal. Oui, Nicolas Pépé qui a repris l'entraînement. Ça s'inscrit dans la préparation de pré-saison hein, des clubs européens. C'est une bonne nouvelle pour Nicolas Pépé parce que on en avait déjà parlé sur ce plateau. Il n'était pas en compétition. Il n'était pas véritablement en jambes parce qu'il a manqué un grand nombre de matchs avec l'OGC Nice. C'est 8 buts seulement en 28 matchs joués. Seulement 8 buts à cause de cette blessure. Donc c'est rassurant dans la mesure où il retrouve un peu un minimum de compétition, c'est-à-dire l'entraînement. Il faut savoir que les Gunners Arsenal ont déjà recruté Kai Havertz. Ça bouge sur le plan offensif. On l'a annoncé dans les news. Mikel Arteta est dans une course folle. Kai Havertz a été signé. On annonce Declan Rice, qui est un grand joueur, un bon joueur du milieu de terrain, l'ancien des Hammers de West Ham. Donc on voit que du côté d'Arsenal, ça bouge. Et on veut renforcer également le secteur de Nicolas Pépé. Seul Bukayo Saka évolue en ce qui concerne le poste de Nicolas Pépé. Donc les Gunners Arsenal veulent renforcer encore ce secteur-là. Une nouvelle qui ne fait pas les affaires de Nicolas Pépé, qui doit retrouver la compétition, qui doit être performant, donc raison pour laquelle il ne fait pas partie des plans de Mikel Arteta, qui va sans doute aller chercher d'autres pions. Lorsqu'on regarde les stats de Bukayo Saka, c'est quoi? C'est 14 buts en 38 matchs avec 11 passes décisives. On voit que son propre concurrent direct est dans des statistiques assez intéressantes. Et il faut ajouter que Mikel Arteta va encore envoyer de grands noms. Donc, ce n'est pas du tout rassurant. On espère pour Nicolas Pépé qu'il va retrouver rapidement un club parce que c'est un cadre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ouais. S'il ne trouve pas de club et qu'il n'est pas performant, à plus forte raison qu'il n'a pas de minutes de jeu, je pense que ça ne sera pas une nouvelle intéressante dans l'optique de la liste de Jean-Louis Gasset pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Ça risque d'être un peu compliqué pour Nicolas Pépé. Yellow, avec vous, on parle éliminatoire Ligue des champions féminines. Hein? Non, éliminatoire CAN. Éliminatoire CAN, oui. Oui, alors les éléphantes connaissent leurs adversaires. Les Tanzaniennes, il faudrait rappeler que les éléphantes, la dernière participation à la CAN féminine des éléphantes remonte à 2014 où elles ont eu un rang honorable, elles ont terminé 3e, ce qui a valu la place qualificative pour le mondial 2015. Après cela, elles se sont éteintes. En 2016, elles ont échoué au tour préliminaire face à l'Égypte. En 2018, elles ont échoué face au Mali. En 2022, elles ont échoué encore face au Nigeria. Alors, du coup, obtenir une place qualificative pour les éliminatoires de la CAN 2024, ça ne sera pas chose aisée, mais pas impossible parce qu'elles sont depuis 3 ou 4 mois dans les starting blocks en train de se préparer. Je crois que dans les jours à venir, elles ont des matchs amicaux contre la sélection algérienne. Donc, je pense qu'elles pourront se mettre en jambes. Mais pour ce qu'on sait de l'équipe tanzanienne, c'est une belle petite équipe qui évolue très souvent dans le championnat tanzanien. Il n'y a pas d'international qui évolue hors du continent. Elle tourne très souvent dans la COSAFA. C'est une équipe qui connaît un tant soit peu la Côte d'Ivoire, qui connaît aussi les grandes compétitions parce que je crois qu'en 2022, la sélection U17 tanzanienne a participé au mondial pour la première fois, au mondial U17 féminin, et elles ont terminé en quart de finale. Elles ont sorti la France et le Canada. C'est-à-dire que le football féminin du côté de la Tanzanie avance bien. Donc, il faudra prendre très au sérieux cette rencontre face à la Tanzanie. Mais on attendra de voir le visage que nous produira les éléphantes du côté de l'Algérie pour les 2 matchs amicaux. Oui, la double confrontation qui se tiendra au mois de septembre, on le rappelle. Bon, on sait que les Ivoiriens, la sélection ivoirienne a un match amical face au Maroc, mais justement, on vient d'apprendre aussi qu'ils joueront contre le Mali. Je vais le demander, on en parle avec vous? Oui, effectivement, c'est une belle affiche. Ouais. Parce que les Mali-Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire-Mali ne manquent jamais de paiement. C'est un derby ouest-africain. Donc je pense qu'après, en septembre, c'est un mois décisif pour les éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'on nous a dit que c'est fini les essais. À partir de septembre, on verra réellement l'ossature de l'équipe de Jean-Louis Gasset pour la CAN 2023 qui se jouera en janvier 2024. Maintenant, le Lesotho, c'est un petit cran au-dessus du Mali. Le Mali, c'est aujourd'hui l'une des meilleures équipes en Afrique de l'Ouest. Et là même, ils viennent de se qualifier. Les U23 viennent se qualifier pour les JO.
Et puis, on se souvient de ce Mali-Côte d'Ivoire en 2019 en Égypte. Ça a été un match en 8e de finale, ça a été un match compliqué pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que c'est pas... il faut faire attention à cette équipe du Mali-là. Donc, c'est un match qui va permettre réellement de voir le niveau de nos joueurs. Parce que le match de 2019, je vous le dis, ça a été un match très, très difficile. Au bout des 30 premières minutes, n'eût été la maladresse de Mariga, le Mali aurait mené 2 ou 3-0, personne n'allait crier au scandale. Mais les Ivoiriens ont su revenir dans la partie grâce à un but de Wilfried Zaha qui a qualifié la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique-là. Mais franchement, la Côte d'Ivoire est quand même la bête noire du Mali. Ça, il faut le dire tout net. Maintenant, les choses ont évolué. Là, on perd contre le Burkina. Il faut faire attention à cette équipe du Mali là. Mais je le dis, ce match doit permettre de voir le vrai niveau de cette équipe de Côte d'Ivoire en attendant le grand format du 14 octobre contre les Lions de l'Atlas. Vous avez parlé de 2019, hein, mais c'est vrai que maintenant, on est en 2023. Est-ce que 2023, on peut dire que la sélection ivoirienne a ses chances quand même avec l'équipe malienne? Si on se fie aux confrontations directes, elle a ses chances. Mais si on se fie à la production du jeu, actuellement, en 2023, clairement, les Maliens sont favoris. Et puis, il faut dire que les Maliens sont une équipe qui monte depuis la CAN passée. Ils ont été éliminés de justesse face à la Guinée équatoriale. C'était la génération de Magasuba. C'était l'une des équipes qui a produit le meilleur football de la Coupe d'Afrique des Nations passée. Donc, depuis un moment, c'est une équipe qui monte, qui est dans une phase ascendante dans le jeu. C'est une équipe très séduisante. Donc, moi, j'estime que, effectivement, c'est un véritable test. Ce sera un test défensif pour voir encore, est-ce que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire tient face à des équipes joueuses. Ça sera aussi intéressant de voir l'aspect du milieu de terrain. Est-ce que notre milieu de terrain sera en mesure d'avoir le ballon face à une équipe qui sait jouer au football, qui a une maestria technique? Donc oui, ce sont un ensemble de questions auxquelles on aura des réponses à travers ce match amical-là, mais on voit que les sparring partners choisis pour la préparation sont tout de même intéressants, le Maroc et le Mali. Moi, je pense que ça sera un véritable test. On va voir ce qu'il en ressortira face à cette équipe du Mali. Mais moi, je pense que c'est un poids lourd et les Maliens, pour moi, sont favoris sur l'état de forme actuel des deux équipes. Des deux équipes. Bon, on attend de voir donc ce match Côte d'Ivoire-Mali. Basket aussi, hein, une information pour vous. Hein. Il y aura du basket sur la 3 ce week-end avec l'Afro-CAN. Demain, samedi 8 juillet 2023, Kenya-Côte d'Ivoire à partir de 8h20. Et le dimanche 9 juillet, Côte d'Ivoire-Gabon à partir de 9h20. Voilà. Donc, vous serez bien servi sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus, mais surtout 3 fois plus de sport. Petite pause et on se retrouve tout de suite. Vous suivez la Grande Team, votre émission sportive. Nous sommes en direct jusqu'à 22h et il est grand temps de parler de la mascotte de la CAN 2023 et c'est dans le focus. Dans le focus de ce soir, il est donc question de CAN 2023, hein, plus exactement de la mascotte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été dévoilée ce vendredi par le COCAN Côte d'Ivoire. Magat, qui a assisté à la cérémonie, nous rejoint maintenant pour nous donner plus d'informations. On rejoint donc Magat, bon, qui a hâte de nous entretenir apparemment. Bonsoir Magat. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ah, super bien, vous-même? Très bien. Vous me laissez saluer nos amis en plateau? Bon, saluez tout le monde, Magat. Salut au capitaine Che Guevara Balo. Voilà. Bonsoir Magat. Et puis un autre capitaine aussi également, général, oui. Hein, je vais lui demander. Et puis
Il faudrait faire attention. Ah, d'accord. Voilà. Mais sinon, Magat, sur le plateau ici, le capitaine est de ce côté. Hein. Non, vous êtes la générale. Mais il a précisé, il a dit Che Guevara. Donc lui, il est dans un service militaire actuellement. Voilà, exactement. Franchement. Alors, Magat, vous étiez à la cérémonie qui a dévoilé, qui nous a permis de voir quelle était la mascotte pour la CAN 2023. Un mot? Oui, nous étions donc effectivement à la cérémonie officielle de dévoilement, de la mascotte officielle de la CAN 2023, qui va donc se tenir à partir du 13 janvier et qui prendra fin à partir donc du 13 février 2024 en Côte d'Ivoire. Oui, donc c'est officiel, donc la mascotte est connue et son nom c'est Aquaba. Aquaba, comme pour dire, voilà, dans le jargon ivoirien, soyez donc les bienvenus, la bienvenue, le bienvenu, voilà. C'est selon donc Aquaba, ce nom facile à prononcer déjà. Pour moi, qui reste une très belle mascotte, pleine d'émotions, pleine également donc du sens. La mascotte qu'on voit actuellement à l'écran, est-ce que c'était, vous vous attendiez à pareille mascotte, Magat? Oh, oui, un peu plus, parce qu'avec l'emblème de la Côte d'Ivoire, effectivement, et puis le symbole, l'éléphant, oui, avec les ivoires, les oreilles bien ouvertes, voilà. Et puis le chapeau à Caen, trompe d'éléphant, maillot orange, comme pour dire que donc le maillot de la Côte d'Ivoire, et puis short vert également, voilà, comme le drapeau orange, blanc et vert. Donc comme on l'a dit, c'est le premier ambassadeur de la compétition, donc qui est donc connu aujourd'hui, qui s'appelle donc Aquaba, oui, un pied sur le ballon, comme pour dire que le coup d'envoi est imminent. Donc oui, pour moi, ça fait donc une très très belle mascotte. On a vu des mascottes par le passé dans d'autres pays, mais ma foi, notre mascotte reste l'une des meilleures. Ah bon, d'accord, oui. Choualio, un mot sur la mascotte, fraîchement dévoilée par le COCAN et la Fédération ivoirienne de football? Écoutez, ce n'est pas une surprise parce qu'on savait forcément qu'on allait retrouver l'éléphant dans cette mascotte-là. Parce que dans l'histoire des mascottes de la Coupe d'Afrique des Nations, l'emblème, l'animal qui symbolise le pays figure toujours dans la mascotte. On se souvient déjà que la première mascotte de l'histoire de la CAN, c'était un lion. C'était en 1992 au Sénégal, la mascotte s'appelait Diamba. Et en 1992, c'est là que la Côte d'Ivoire a gagné sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, généralement, ce sont des noms des animaux, l'aigle, l'hippopotame, le lion, le léopard, le crocodile, même il y a eu le gorille. Qui a symbolisé une mascotte. Et puis, dans cette lignée-là, en 2000, la CAN 2000, il y a eu deux mascottes. Il y a eu, parce que c'était organisé par le Nigeria et le Ghana, donc chaque pays avait sa mascotte. Exactement. Le Nigeria avait l'aigle vert, et puis le Ghana avait une étoile noire. Et puis, en 2012, c'était organisé par deux pays, mais cette fois, les deux pays se sont mis ensemble pour une seule mascotte. Et c'était la mascotte qu'on appelait Gagné, c'est-à-dire Gabon et puis Guinée. Gagui. Gabon et Guinée. Et la mascotte était unique, c'était le gorille. Donc vous voyez que depuis 1992, c'est un grand moment. C'est-à-dire que là, c'est les choses sérieuses qui commencent, c'est le compte à rebours qui commence. Il y a des grands moments comme ça dans la Coupe d'Afrique des Nations, quand on dévoile la mascotte et puis le tirage au sort avant la grande compétition. Ouais, et là, c'est la mascotte qui a été dévoilée il y a seulement quelques heures. On a la vidéo de réaction des journalistes sportifs juste après qu'on a pu voir cette mascotte. On les écoute. Magnifique. Et je savais qu'il devait avoir forcément un éléphant. La surprise pour moi, c'est le chapeau à Caen. Je savais, la Côte d'Ivoire, ils aiment bien mettre en avant le coutume. Donc, j'ai bien aimé le tissu et le chapeau, c'est la nouveauté. Mais sinon, je m'attendais à ça. Donc, avec les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. La mascotte, je dirais tout simplement qu'elle est magnifique. Voilà, une mascotte même qui reflète justement la Côte d'Ivoire. Même pas la Côte d'Ivoire seulement, mais toute l'Afrique entière justement, quoi. Et cette mascotte, quand on l'a dévoilée, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de boulot derrière. Et puis peut-être l'infographe ou bien le designer, vraiment il a pris beaucoup de temps justement pour montrer quelque chose de formidable et d'engageant en fait. On garde vraiment l'identité locale, justement par le nom, d'abord Aquaba. Ensuite, par
le physique même de la mascotte, avec la tête de l'éléphant, mais surtout avec ce chapeau qui est le symbole à Caen. Donc moi, c'est l'identité justement de la Côte d'Ivoire qui est reflétée à travers cette mascotte-là qui est bien sûr habillée dans les couleurs nationales. Mais je suis aussi touché par la phrase qu'a dite le président du comité d'organisation, le COCAN, lorsqu'il a dit que cette mascotte, eh bien, la mascotte n'est pas là seulement pour supporter que les éléphants, mais supporter toutes les 24 équipes en compétition. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour dire que la Côte d'Ivoire accueille ces cannes-là, cette mascotte qui est mise en place, ça, est là justement pour tous les pays représentés. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ça illustre d'ailleurs même l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est un pays d'accueil. Voilà. L'élément le plus frappant, c'est la créativité, on va dire aussi tout ce sens de, on va dire un peu de designing et le fait que ça condense un peu toutes les valeurs de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, à commencer par l'emblème, l'éléphant, et aussi, on va dire, les couleurs et les traits caractéristiques de la Côte d'Ivoire en termes culturels. Bien évidemment, on a vu la coiffe, on va dire le chapeau, qui aujourd'hui ici illustre, on va dire, un peu la royauté ou la chefferie. Et bien évidemment aussi l'allure joyeuse de la mascotte. Et pour moi, c'est un ensemble, c'est un travail, c'est un chef-d'œuvre qui, on va dire, lance véritablement, comme l'a dit monsieur le président du COCAN, cette grande fête du football qui arrive, qui se profile, ça va à la CAN 2024. Voilà les avis des sportifs qui étaient présents lors de cette cérémonie. Un reportage de Magatte. Magatte, vous qui étiez présent, est-ce que justement tout a été expliqué par rapport à la mascotte? Oui, effectivement, tout a été expliqué. On ne peut plus clair, j'ai envie de dire. D'accord. Il y a eu donc 328 sollicitations, donc 328 personnes qui ont fait acte de candidature. Et à l'issue donc de ces 328 candidatures, voilà, le jury a choisi donc 3 personnes. Voilà, donc ils sont arrivés donc en tête du classement. Le premier, c'est Kwadwo Nguessan, et qui a empoché donc la somme de 10 millions de francs CFA. Okay. Il arrive à la deuxième place Koulibaly Pema Mamadou, qui repart avec 5 millions de francs CFA. Je vois donc le regard de notre ami Balo. Vous n'aurez pas donc 5 millions, mon cher Balo. Et la troisième personne, c'est Brou Bla, avec 2 millions de francs CFA. En fait, ces 3 personnes sont les personnes dont la mascotte, enfin, dont la créativité se rapprochait un peu plus. Oui. Voilà, donc de ce que le COCAN recherchait. Mais c'est donc M. Kwadwo Nguessan qui a donc empoché ces 10 millions et c'est son œuvre qui est là. Voilà. Avec, nous l'avons interrogé après, qui a eu à expliquer que c'est un travail de longue haleine. Oui. Depuis donc la Côte d'Ivoire a eu donc l'organisation de la CAN, depuis 2014 ou 2015, me semble-t-il. Donc depuis là, il travaillait là-dessus et c'est sans surprise pour lui que voilà, sa créativité soit donc désignée la mascotte officielle de la CAN dans notre pays. Et selon moi, qui fera donc une très belle compétition. Ouais. Moi, je suis vraiment bluffé de l'esprit de créativité. Voilà, vous voyez donc le trio. Oui, le trio, oui. Voilà, c'est notre ami Nguessan qui est juste au milieu là. Au milieu. Voilà, donc voilà, tout est fait prêt et on attend que le coup d'envoi donc commence. Il soit lancé. Voilà. Mais Yellow, justement, bon, on parle de la mascotte, on ne vous a pas encore entendu sur la question. Est-ce qu'il était possible de proposer autre chose? Ou vous êtes complètement satisfaite de cette mascotte? Je crois que Magatte a dit tout à l'heure qu'il y avait 328 participations. Oui. Donc il y avait 328 propositions de mascottes. On ne les a pas vues. Mais pour celles qu'on a vues aujourd'hui, l'allure joyeuse, le porte-tête communément appelé le chapeau avec le détail des cabosses de cacao pour rappeler aussi que la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao dans le monde. Ensuite, le short, il y a des motifs ethniques là-dessus que je ne reconnais pas forcément. Le kita, non? Je ne me trompe pas aussi. Le kita, ok, qui nous rapproche un peu plus du Ghana, peut-être. Parce que bon, des accords. Si on fait un parallèle, le maillot du Ghana, il y a des motifs de kita là-dessus. C'est pourquoi j'ai fait un parallèle avec le Ghana. Mais oui, c'est une belle mascotte avec le maillot des éléphants que je ne reconnais pas. Ce n'est pas le maillot que les éléphants portent aussi d'habitude. Donc
Voilà, un maillot spécial pour une mascotte spéciale. On attendra de voir l'ambiance qui tournera autour de cette mascotte-là. Ouais, je pense que si on ne reconnaît pas peut-être le maillot des éléphants, c'est parce que comme Magat l'a dit, hein, c'est une mascotte pour représenter... on l'a entendu dans l'élément, une mascotte pour représenter les 24 nations. Donc bon, on va se dire que c'est plutôt le côté orange, blanc, vert du pays hôte de la CAN qui est la Côte d'Ivoire. Balo, un mot sur la mascotte? Oui, satisfait, parce que déjà, lorsqu'on nous dit que la mascotte s'appelle Aquaba, ça veut dire que ça incarne l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. C'est un premier plan. C'est l'une des représentativités du pays, mais ensuite, il y en a l'emblème, l'éléphant qui est représenté. On a le chapeau à Caen qui représente aussi l'une des valeurs locales du pays. Donc oui, c'est satisfaisant dans le fond, mais sur la forme, une mascotte doit être amusante. Et pour ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, visiblement, la mascotte amuse. Donc je pense que là aussi, c'est un plan de satisfaction, une mascotte qui amuse, qui dans le fond aussi incarne les valeurs du pays. Donc moi, je reste satisfait. Vous avez vu sur les réseaux sociaux que la mascotte amuse? Absolument, oui, des réactions, oui, tout à fait. Dans quel sens? Amuser, oui, mais amuser dans... Elle est gaie. Mais bien sûr, à l'ivoirienne, bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je suis pas là pour parler des commentaires, mais je veux dire que par rapport au retour que la mascotte a eu, elle est amusante pour certains Ivoiriens, c'est une bonne nouvelle. Je crois que dans certains commentaires, certains internautes réclamaient les léquets. Au lieu de... oui, c'est vrai aussi. Pour ceux qui nous suivent, hein, parce qu'on sait que la grande team est suivie un peu partout dans le monde, Aquaba, effectivement, en Côte d'Ivoire, ça veut dire bienvenue. C'est ça, donc bienvenue pour la future CAN, hein, la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. On a aussi la réaction du président du COCAN, François Amichia. On l'écoute. La mascotte est un outil de promotion du tournoi au plan de la communication et du marketing local et international. Elle reste disponible pour les programmes du COCAN et de l'ensemble des partenaires de la CAN. Et quand elle arborera ses plus beaux costumes, scénarisés et déclinés à différentes échelles par nos meilleurs marionnettistes et chorégraphes, elle sillonnera les villes et les quartiers pour une grande tournée dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. S'en suivra un vaste programme d'installation, tous azimuts, où des mascottes de différentes tailles salueront les passants des salles d'arrivée et de départ de nos différents aéroports, les ronds-points, les grands carrefours, les places dans les quartiers, les entrées d'immeubles administratifs, les déventures de grands magasins et les espaces publics, les angles des stades et des terrains d'entraînement. Et ensemble, je formule le vœu que notre mascotte, Monsieur le Président de la Fédération de football, Monsieur le Ministre des Sports, porte bonheur à nos éléphants, à l'ensemble du tournoi, à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le président du COCAN, François Amichia. On sent un président plutôt soulagé, hein, Choix de Diomandé. Oui, absolument, parce que c'est quand même un moment important. On sait que depuis 2014, la Côte d'Ivoire a eu l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on se rapproche de l'événement. Donc là, c'est une étape importante. La mascotte qu'on connaît, maintenant, on va passer à une autre phase. Le tirage au sort très bientôt. Donc pour lui, il est en train de se rapprocher de l'événement. Et puis là, lorsqu'il y aura le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations, la mission du COCAN va prendre fin. Va prendre fin parce que là, c'est la CAF qui va rentrer en jeu pour organiser. Parce qu'il faut reconnaître une chose, le COCAN organise sur le plan local. Maintenant, l'aspect technique, sportif, est organisé par la CAF. Donc, quand il y aura le coup d'envoi de la compétition, la mission du COCAN va prendre fin de façon officielle. Mais ils seront là dans le quotidien en train de gérer certaines choses. Mais la CAF va entrer en jeu. Donc c'est pour dire que là, c'était un grand moment, un moment important dans l'évolution de sa mission, monsieur le président François Amichia. En tout cas, pour l'instant, le COCAN est véritablement dans sa mission parce qu'on a vu dans l'élément que le président parle d'une caravane sur les principales artères. Hein. Cela va-t-il permettre un engagement de la population, Balo? Oui, l'engouement, je pense que oui, la fête a véritablement commencé. Ça va permettre aussi d'être en contact avec cette mascotte-là. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que si c'est bien organisé
et qu'il y a la moyen aussi de rassembler sur certaines grandes parties de la commune d'Abidjan, notamment la place Figayo à Yopougon, la place Inch'Allah à Koumassi, et même, pourquoi pas, à Port-Boué également, parce que il y avait la statue à Kouaba, mais qui n'y est plus. À Port-Boué aussi également, ça incarne bien la commune de Port-Boué incarne bien ce mot à Kouaba. Donc si cette mascotte-là arrive à parcourir l'ensemble de ces trajets, c'est une bonne nouvelle pour les populations qui vont pouvoir mettre, si vous voulez, toucher du doigt cette mascotte-là. Oui, mais sans oublier aussi la place de la République au plateau. Oui. Je pense qu'il faut forcément... Mais dans tout le cas, hein, le COCAN a déjà identifié les grands artères d'Abidjan. Donc je pense que les noms cités... mais il peut oublier. Vous donnez des pistes. Hein. Quelques pistes. Finalement, Magat, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie, cette belle cérémonie? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le ton de la CAN, la 34e édition, est donné, est lancé. Et c'est parti jusqu'en février, en février 2024. Et après, donc, le dévoilement de la mascotte, on aura le 12 juillet ici également à Abidjan, l'Assemblée générale ordinaire donc, de la CAF. C'est aussi un événement pour la Côte d'Ivoire. Donc oui, nous sommes dans le moule donc, de la CAN, donc on y va. Mais déjà, ce qu'il faut retenir sur la mascotte, pour résumer, donc ça sera, on l'a dit, la capacité à incarner et promouvoir l'hospitalité ivoirienne. Facile aussi à retenir, d'où le nom Akwaba, et puis la capacité à susciter un lien très fort entre la mascotte et la population ivoirienne. Voilà, Kédi. Bon, Magat, merci beaucoup pour ces informations. Oui, déjà. Bon, on est obligé d'avancer. Mais c'était une très belle cérémonie et grâce à vous, on a pu avoir ces magnifiques images. Merci beaucoup. Bon, on marque une toute petite pause et on se retrouve tout juste après pour la suite de la grande team. À tout de suite. Toute l'actualité sportive, c'est effectivement ici, dans votre émission La Grande Team. Retour sur le plateau, toujours avec Yellow, Choualio Diomandé, Ballo, Magat est allé au vestiaire. Et nous a rejoint Dorgelès. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Ouais, ça va. C'est pas possible cette semaine. Ah oui, mais vous savez... Je soupçonne quelque chose. On attend la bonne nouvelle. Vous la connaissez. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. L'annonce de la CAN. Mais ça arrive. La CAN. Bon, très bien. Avec vous, Madame Messi, on va parler du sujet qui fait l'actu de ce soir. Et c'est le tournoi UFOAB U20 Garçons. On passe donc à l'actu. L'actu de ce soir concerne le match d'ouverture du tournoi UFOAB U20 Garçons. La Côte d'Ivoire affrontait le Burkina Faso au stade Robert Champroux de Marcory. Un match qui s'est achevé sur le score d'Angelès de... 1-0 pour le Burkina Faso. Bon, d'accord, ok. Bon, on regarde cet élément et on en parle. Bon, Dorgelès, on en parle, Oui, il faut dire que Marie-Christine Begré, c'était l'ouverture de cette compétition-là. Une belle rencontre, on le savait, la Côte d'Ivoire affrontait le Burkina Faso. Daoulassina a aligné 11, qu'on s'est posé beaucoup de questions. Après, je l'avais dit avant la compétition, attention, parce que nous, on sera regardant, ça se joue chez nous. En Côte d'Ivoire, quelle équipe il a là aligné, tout et tout. Mais au fond, quand on a regardé le match, c'était un match... plus ou moins, on va dire moyen. Le niveau, moi, je trouve, moyen pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, un tout petit peu au-dessus par leur façon de jouer. Dans l'ensemble, je suis ivoirien, oui, mais quand j'ai commencé à regarder le match, j'avais ce sentiment que la Côte d'Ivoire allait perdre ce match. Et j'ai dit à des confrères... dès le départ? Oui, dès le départ, j'ai dit non, c'est ce que je ressens, je peux me tromper. Oui. Et finalement, à la 86e minute de jeu, ce coup franc magnifique là, dévié, qui finit au fond des filets. Oui, un match plaisant dans l'ensemble, donc il y a beaucoup de choses à revoir. Donc finalement, le niveau de la sélection ivoirienne était légèrement en dessous, d'après ce qu'il en ressort avec Dorgelès. Yellow, vous avez pensé pareil?
j'ai pas eu l'occasion de voir le match, mais pour ce que j'ai entendu et pour les observateurs qui étaient sur place, le Burkina Faso avait nettement affiché ses ambitions, celle de gagner la Côte d'Ivoire. Pour ce que j'ai eu à entendre, le gardien des éléphants n'a pas été très rassurant. Le milieu de terrain a été dépassé par les événements. Là, sur le magnifique coup franc, je ne sais pas si c'est le mur ivoirien qui a trompé le gardien, la vigilance du gardien, ou c'est le gardien même qui n'a pas suivi la trajectoire du ballon, l'un mis dans l'autre. Et pour ce qu'on avait entendu du coach des U20 hier, qui se voulait très rassurant, qui disait que ces garçons revenaient de compétition dans les différents clubs et qu'ils allaient afficher un bien meilleur visage. Alors aujourd'hui, face au Burkina Faso, dans le langage ivoirien, on va dire, ils ont allumé la télé sur les Ivoiriens. Bon, voilà qui est dit par Yellow. Je vais lui demander, je sais que Yellow a donné quelques éléments de réponse, mais qu'est-ce qui a véritablement manqué à cette sélection ivoirienne pour perdre ainsi comme ça devant le Burkina? Écoutez, ils ont perdu sur un détail, c'est quand tu vois ce coup franc qui est dévié dans les filets du gardien ivoirien. Maintenant, quand tu entames un tel tournoi, il faut forcément gagner le premier match, parce qu'il est important de gagner. Cela ne veut pas dire que c'est fini pour eux, mais il est important de gagner, de se mettre en confiance quand tu joues à domicile. Et c'est vraiment une surprise, parce qu'on se disait que quand même, il y a eu le championnat des U20 qui s'est déroulé. Bon, on s'est dit, il y a quand même quelques joueurs en jambes. Malheureusement, c'est vraiment dommage, parce que quand tu prends sur la liste, il y a des joueurs qui ont joué, même le Chalm qui était présent sur cette liste-là. Et puis, cette défaite face au Burkina Faso, c'est un derby. Il n'est jamais bon de perdre un derby. Et puis, c'est vraiment dommage. J'espère que Dao Lassina et ses hommes vont essayer de se mettre au travail pour redorer le blason, parce que c'est quand même l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un statut à défendre, et puis perdre comme ça à domicile dans un tel tournoi, c'est pas toujours bon. Oui, c'est pas plaisant du tout. On parle justement du coach Dao Lassina Balo. Un mot sur le coaching justement du sélectionneur? Oui, c'était un coach, je pense, qui est correct. C'est vrai, Charles Dumondé l'a dit tout à l'heure, c'est sur un détail que l'équipe perd. Au-delà des confrères ont mentionné le fait que l'équipe en milieu de terrain ou en défense ou dans son évolution globale n'a pas tellement répondu aux attentes, mais c'est normal parce que c'est le premier match. Le premier match, généralement, même si on souhaite le remporter pour bien entrer dans la compétition, ce sont des matchs de rodage parce que c'est en ce moment-là qu'on arrive à ajuster certaines choses pour pouvoir s'améliorer. Donc moi, sur le travail de Dao Lassina, que j'ai pu côtoyer dans certaines formations, qui est un sélectionneur lucide qui connaît son boulot. Moi, j'estime que sur ce match, pour moi, vu que c'est le début, c'est un match de rodage, il n'y a pas grand-chose pour le moment à dire, parce que j'avais même lu un article sur la préparation aussi des Burkinabés. Ce n'est pas un hasard, cette victoire. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé, selon leur coach, sur l'efficacité, sur le travail devant les buts. Des schémas tactiques ont été répétés. Il faut rappeler même que cette équipe du Burkina a battu la Côte d'Ivoire sur la première édition du l'UFOAB. Cette équipe est arrivée en finale face au Nigeria et s'est inclinée face au Nigeria en finale de l'UFOAB. Donc c'est une équipe qui a quand même un bon potentiel et c'est mérité d'avoir remporté ce match de Burkina. Mais pour moi, il ne faut pas encore tirer la sonnette d'alarme. On peut encore mieux faire sur la seconde confrontation, sur la seconde rencontre. Voilà. Mais comment expliquer véritablement le manque d'automatisme concernant la sélection ivoirienne sur ce match d'Orgelès? Oui, manque d'automatisme. Nous, on s'est posé tous la même question parce qu'à un moment donné, c'était tellement décousu, on avait l'impression que, je ne sais pas, mais après, ça peut se comprendre avec une semaine, je pense, une semaine de préparation. On ne va pas jouer une telle compétition avec une semaine de préparation. On a vu des éléphants vraiment en difficulté. Oui, en difficulté, parce que ce manque d'automatisme, c'est pour dire que c'est une semaine de préparation. On n'a pas eu le temps de peaufiner pas mal de choses. C'est différent. Il fallait voir le Burkina Faso jouer. Non, le ballon circulait bien physiquement. Ils nous ont bouffé. Tactiquement, ils étaient en place. Par contre, nous, à un moment donné, c'était compliqué. Vignon, Otro, l'attaquant du Ligue du Sassandra, avait du mal même à avoir des ballons. Satisfaction quand on pouvait avoir Guiré Abdoulaye. Aujourd'hui, on ne l'a pas reconnu.
reconnu, le joueur du RCA. À l'image du milieu du terrain. Oui, mais seul le capitaine essaie de sortir sa tête de l'eau. Et puis, on a également le défenseur central Anikwa qui évolue du côté du Stade Abidjan. Oui, derrière lui, par contre, il y avait cette stabilité. Il a joué en tant que patron. Mais juste à côté de lui, on a celui qui provoque la faute là. Non, tu vois, je veux dire que les automatismes n'étaient pas là parce que, je me dis, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et puis, pour une telle compétition, une semaine de préparation, je ne suis pas surpris de ce qu'on a vu. Jusqu'à présent, j'espère, il a parlé, qu'ils vont se roder, mais la compétition a déjà commencé. Si déjà on n'a pas les automatismes, on a du mal. Quand Outro est sorti, l'attaquant qui l'a remplacé, je me demande s'il a touché 2-3 ballons. Non. À un moment donné, je pense qu'il faut aller sur des systèmes de jeu où vraiment ça permet aux garçons rapidement de se retrouver, de pouvoir jouer. Jouer avec un seul attaquant dans ce genre de compétition, je trouve que c'est compliqué quand on n'a pas le ballon. Donc, voilà, le manque d'automatisme, je peux dire, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Une semaine de préparation, moi, je trouve que c'est peu. Ah ouais, franchement, une semaine, c'est vraiment très peu. Hein. Sur le coup franc, par exemple, qui emmène le but du Burkina, peut-on parler d'un manque de niveau international du défenseur ivoirien? Il fallait demander. Non, ça peut arriver. C'est un geste, ça peut arriver. Même ce geste-là arrive à tous les footballeurs, même de haut niveau. Maintenant, je vais revenir quand même sur l'impréparation. Ça devient maintenant un serpent de mer au niveau des sélections de jeunes en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut quand même revoir certaines choses. Parce qu'une semaine de préparation, je pense que c'est peu. C'est peu, surtout que c'est une sélection U20. Je pense qu'on a quand même les moyens parce que c'est un tournoi qui ne nous a pas surpris. On savait très bien que du 7 au 21 juillet, se déroulait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a abrité ce tournoi-là. Donc il fallait vraiment entamer très tôt la préparation avec des regroupements bien orchestrés. Mais malheureusement, ça ne change pas. C'est toujours la même chose. On a des difficultés avec les sélections de jeunes. On n'est pas présent, on est présent nulle part chez les jeunes. Je pense qu'il est grand temps de revoir certaines choses, de revoir la politique, cette politique-là au niveau de nos sélections de jeunes, au niveau du football de jeunes, organiser réellement de vraies compétitions de jeunes afin de faciliter la tâche aux sélectionneurs. Parce que quand il n'y a pas de vraies compétitions, les sélectionneurs, il fait un regroupement à la va-vite. Et puis le football aujourd'hui, il faut mettre fin à l'improvisation, il faut mettre fin au bricolage. Je pense qu'il faut être mieux organisé, mieux structuré, parce qu'il y a un vivier qui est important. Il y a des joueurs qui sont talentueux, on a des très bons jeunes. Maintenant, il faut pouvoir les structurer tout ça, organiser tout ça. Voilà. Et organiser beaucoup plus de tournois, justement, pour pouvoir jauger tous ces joueurs. Oui, Dorgelès, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je dirais que après le numéro 17 était remplaçant. Lui qui jouait à sa place, c'était le numéro 4, Hassané Souleymane Ouedraogo. Lui aussi, il flottait. C'est pourquoi il a été remplacé par le numéro 17. Mais le numéro 17, moi qui est rentré, qu'il a commencé à jouer, j'ai dit non, mais je le sens fébrile. Il avait un problème de placement. Quand le ballon arrivait à son niveau, il tremblait un peu trop. Donc quand la faute est arrivée, j'ai dit ah. Parce que son coéquipier, le joueur du Stade Abidjan, lui, on m'a fait savoir que lui, il a l'habitude de jouer, donc il a beaucoup plus d'expérience. Avec le Stade, il joue. Donc lui, il rassurait. Mais lui qui commet la faute, il joue à Abidjan City, ce n'est pas le même niveau que le Stade Abidjan. Oui, est-ce qu'il a le niveau pour jouer? Comme on l'a dit, s'il y a un manque de préparation, forcément, les lacunes vont être là. Et là, je pense que nous, tous qui avaient la faute, on dit non, mais tu n'as pas besoin de faire cette faute-là. Il fallait juste suivre le joueur et essayer de prendre le ballon. Il fait la faute à la 86e, c'est là qu'il a le but. Après, donc, tes questions de formation aussi, parce que Choileau l'a dit, on savait très bien que la compétition arrivait, donc je me dis, ce n'est pas le moment de bricoler, il faut aller avec les meilleurs. Au niveau des A, on dit, il faut aller avec les meilleurs du moment. Oui, aussi, au niveau de cette catégorie, il faut aller avec les meilleurs du moment. Bon, on ne va pas seulement lancer la pierre face à cette sélection. Est-ce qu'il y avait quand même de bons côtés? Ouais, super. Bon côté. Oui, satisfaction, j'ai dit. Hein, le défenseur central, Eroni Anikwa du Stade Abidjan, patron derrière. Moi, je pense que si on a deux comme ça en défense, on n'a pas de problème. Et puis le capitaine, bien sûr, Aboudraman Konaté, il a été élu homme du match. Oui, ce sont ces deux garçons-là qui ont sorti leur épingle du jeu. Surtout le capitaine, il s'est battu comme un beau diable. Mais je veux dire, au milieu de terrain, il était seul. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas prendre le ballon depuis sa base arrière et puis aller jusqu'à marquer.
gagner. Oui, il y a quelques satisfactions dans cette équipe-là. Le capitaine, pour moi, ouais, il a fait un match correct, homme du match. Et puis, oui, le défenseur central aussi, beaucoup de stabilité. Le gardien, oui, tout au long, il y a eu quelques erreurs, mais tout au long, on a senti quand même par moments la concentration. On s'est dit, oui, si la défense l'avait aidé, je pense qu'il y avait pas mal de choses aujourd'hui. Oui, j'ai une question pour Dorgelès par rapport à vous qui étiez sur le terrain et concernant l'homme du match. Paraît-il qu'il n'a pas eu l'unanimité du... Oui, après nous tous, on s'est posé aussi la question parce que ce n'est pas nous qui avons gagné le match. Voilà, c'est le Burkina qui gagne et puis l'homme du match est ivoirien. Après, sur ce que moi j'avais sur le terrain, oui, c'est mérité parce que côté ivoirien, pour moi, Diré avait presque démissionné et c'est lui qui a porté l'équipe de la Côte d'Ivoire. Si on avait gagné, je pense que les gens n'allaient pas se poser cette question. C'est parce que peut-être il y a eu la défaite, donc finalement on se pose beaucoup de questions. Bon, ce match, c'est terminé pour ce match. Hein. On a un prochain match. À quoi on peut s'attendre pour le prochain match? Oui, moi je pense que pour le prochain match, on a vu quand même nos erreurs, on a vu ce qu'il fallait baliser. Pour le prochain match, il faut compter sur la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Si au niveau de l'attaque, ils trouvent le bon chemin qui va avec les joueurs qui sont présents, je pense que parce que le plus important, c'est de marquer. Et pour l'instant, on a du mal à mettre les ballons au fond des filets. Donc je veux dire que s'ils trouvent la solution en attaque, parce qu'en défense et au milieu de terrain, j'ai pas de soucis, mais c'est au niveau de l'attaque. On a du mal à frapper, on a du mal à marquer. Donc il faut trouver le problème devant. Je pense que pour le prochain match, on peut faire un résultat. Balo, vous pensez quoi pour le prochain match? Oui, pour le prochain match, je pense que ça sera l'opportunité pour le coach de rectifier certaines failles, mais surtout jouer sur l'aspect psychologique, parce qu'on oublie que c'est des jeunes de 20 ans. UFOAB, 20 ans, donc il y a encore la jeunesse, l'inexpérience qui parle sur la pelouse. Les erreurs dont je laisse parler tout à l'heure peuvent être expliquées aussi par cela, par la pression, la capacité aussi de supporter la pression des matchs internationaux, de pouvoir supporter cette pression du maillot national. Donc oui, je pense qu'au-delà du travail tactique, technico-tactique que Daoula Sinan va effectuer, il y a aussi un travail psychologique pour regonfler les garçons et surtout les mettre en confiance pour la prochaine confrontation. Oui, le prochain match qui est face au Niger, hein, c'est un match qui est double pour la Côte d'Ivoire, je vais le demander. Ah oui, effectivement, parce que c'est un très bon adversaire. Oui. Le Niger, chez les jeunes, c'est aussi une équipe qui fait attention à cette équipe du Niger. Parce que quand tu regardes, c'est vrai qu'il y a le Burkina, mais il y a aussi le Ghana. Donc il faut faire attention à cette équipe du Niger. C'est un match qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Si on a raté le premier match, parce que c'est un tournoi, c'est pas parce qu'on a perdu le premier match que tout est fini. Maintenant, je dis, mais c'est à nous maintenant de tirer les enseignements pour se relancer dans cette compétition-là. Parce que quand tu abrites une telle compétition, il faut respecter son statut, il faut aller loin le plus loin possible. Pourquoi ne pas remporter le tournoi et puis aller de l'avant? Maintenant, il ne faut pas se louper face au Niger. On espère que là, ils seront beaucoup mieux préparés, hein, Dorgelès. Allez, la compétition a déjà commencé, Balo l'a dit, donc il faut se mettre au diapason, il faut tout de suite rentrer dans la compétition et puis se réveiller. Je pense qu'avant de venir, j'avais vu Ghana, Niger, un but partout, donc c'est pour dire que c'était un match de très bon niveau. Donc va falloir monter le niveau, nous aussi, pour aller chercher cette équipe du Niger. Yellow, vous pensez pareil, hein? Oui, tout est encore jouable. On a encore notre mot à dire. Il y a de la place pour nous, sauf qu'il faudra faire des réajustements dans les différents secteurs de jeu qu'a énoncé tout à l'heure Dorgelès. Il a parlé moins du gardien. Je ne sais pas s'il y avait eu quelques remarques sur le gardien, c'était correct. À part le ballon qui est dévié, je l'ai trouvé très correct derrière. Par moments même, il prenait des initiatives. Moi, je l'ai senti concentré. Après, le football, c'est aussi des détails. Voilà, donc, mais tout est une question de la concentration. Je pense qu'à un moment donné, il faut être concentré du début à la fin. Et puis, je me dis aussi, jouer devant son public, parce qu'il y avait du public. Donc, il y a aussi la pression. On a parlé de 20 ans, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à gérer tout ça, parce que le public, il était là pour le Burkina Faso, également pour la Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, en tant que gardien, rempart numéro 1, il faut être aussi beaucoup concentré, parce que par moment aussi, il perdait cette concentration. Donc, toutefois, il y a de la place pour nous, mais cette défaite face au Burkina est une de trop, parce qu'on a perdu en A, face au Burkina et encore en U20. On perd encore face au Burkina. Bon, on doit se remettre en cause. Oui, mais je pense que Yellow fait bien de souligner cela, parce qu'il faut savoir que le Burkina et le Mali, qui ont été très souvent derrière la Côte d'Ivoire, se sont structurés.
depuis 5-10 ans. C'est un football malien, burkinabé qui se structure. Et même sur la dernière CAN, la Côte d'Ivoire a été éliminée en 8e de finale. Le Burkina a atteint les demi-finales. Donc, ce n'est pas un hasard. Ça nous invite à structurer, s'organiser. Dangès a dit tout à l'heure, une semaine pour préparer une compétition, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, il faut s'organiser. C'est bien d'avoir des viviers, des joueurs qui sont talentueux, mais si ce n'est pas bien organisé, eh bien, les pays de la sous-région sont en train de passer devant. Oui. D'autres pays vont pouvoir passer devant aussi. Oui, il faut que ce soit très bien structuré. C'est bien beau de faire des tournois. Je vais le demander, je sais que vous qui êtes friand des tournois, des compétitions de jeunes, c'est bien aussi de voir la Côte d'Ivoire participer à cette compétition quand même. Oui, pas plus, mais parce que le football de jeunes, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est quand même le vivier. Quand tu regardes un peu, je me souviens très bien que la Côte d'Ivoire a eu une génération qui a gagné la CAN en 1992, puis qui a gagné la CAN en 2015. Mais il y a un travail qui a été fait au niveau des jeunes. Quand tu regardes cette génération de 1992, les Kassi Kouadio, les Aboulaye Traoré, etc., ils ont évolué dans les sélections de jeunes, des sélections cadets, les éléphantaux cadets, ils ont participé à des tournois, etc., Même la génération de 2015, elle a joué, on se souvient très bien de la finale de 2003, la CAN des juniors au Burkina Faso. C'était les Yaya Touré, c'était les Ebou Emmanuel, etc. Donc ça pour dire que le football de jeunes est important, puisque ce football-là, c'est de là les stars de demain. Donc la formation est importante. Il ne faut pas minimiser ces sélections de jeunes-là. Il faut organiser, il faut faire jouer les jeunes. Et quand tu les fais jouer, naissent les automatismes. Et puis là, ils apprennent déjà l'esprit de gagne. Mais quand il n'y a pas de compétition de jeunes, quand rien n'est structuré, quand on se dit, bon, il y a un tournoi dans une semaine, on organise des regroupements ici et là, ça, franchement, ça fait désordre. Et ça, on le dit très souvent, mais je pense que les choses ne changent pas. Je pense que peut-être qu'on va laisser des circonstances atténuantes à cette nouvelle fédération. Elle aura le temps de rectifier le tir pour essayer de faire jouer ces gamins-là, afin que la Côte d'Ivoire puisse avoir de vraies sélections de jeunes pour essayer d'être présent dans les CAN juniors, des CAN U20, U23, etc. Là, vous voyez, on vient d'assister à la CAN U23. La Côte d'Ivoire n'y était pas. On a été éliminé. Et quand tu regardes encore un tournoi, là, on perd le premier match. Mais maintenant, Dao Lassina doit très rapidement se mettre au travail, parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Ça, il faut le dire tout net. Et en parlant d'automatisme, vous avez parlé du problème d'automatisme tout à l'heure. Il faut dire que les automatismes aussi se préparent à travers des générations qui montent ensemble. Lorsqu'on regarde l'équipe de France, ce sont des générations qui sont allées des U20 jusqu'à l'équipe A. D'autres générations comme celle même de l'Égypte qui remporte la Coupe d'Afrique en 2006 avec Hassan Chiata, ce sont des générations qui montent ensemble, ce qui fait que des automatismes se créent naturellement. Le sélectionneur n'a pas forcément besoin d'aller prendre des joueurs dans un club qui évolue ensemble, ça se fait naturellement. Donc, d'où l'importance effectivement d'avoir une organisation du football des jeunes, des compétitions de jeunes pour permettre à ces jeunes-là de grandir ensemble et de permettre de remporter des trophées. Si on reste à cet état d'organisation, eh bien, la Côte d'Ivoire va se limiter à des individualités, des joueurs qui évoluent à Arsenal, à Manchester United pour aucun trophée. Non, mais oui, parce et c'est bien dommage. Rapidement, parce que comme il le dit, si on ne fait pas quelque chose, on va encore courir derrière les binationaux. Parce que là, c'est un échec. C'est parce qu'on n'arrive pas à faire jouer ces jeunes-là ici. Il n'y a pas de championnat de jeunes, il n'y a rien de structuré. Que là, on trouve la facilité. On va chercher forcément des binationaux. Je n'ai rien contre les binationaux. Je ne sais pas ce que je dis. Je n'ai rien contre eux, mais je dis il est d'abord important d'abord de faire jouer les jeunes ici. Et puis maintenant, on fait venir les meilleurs binationaux. Voilà, les meilleurs qui viennent. Et sinon, si c'est comme ça, vous tuez le football local, vous tuez le football de jeunes. Et puis, bon, on se dit, attention, il y a un joueur qui évolue à Metz, il y a un Ivoirien qui évolue ici. Bon, puis c'est très compliqué. Parce que cette politique-là ne reçut pas souvent. Et depuis qu'on a entamé cette politique à tout vent des binationaux, je n'ai rien contre eux, mais on n'a encore rien gagné. Avec cette politique-là, honnêtement, on n'a encore rien gagné. Donc je pense qu'il est grand temps de préparer demain, de revoir le football de jeunes, de faire jouer les jeunes. Et puis maintenant, les meilleurs vont venir en sélection. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre que souvent, pour composer une équipe de U23,
on fait appel uniquement à des joueurs qui évoluent en Europe. Alors qu'on a des centres de formation, on a des équipes de jeunes ici, mais où on va avec ça? Donc voilà. Donc il faut véritablement une bonne structuration et un professionnalisme hors pair. Voilà le sujet de l'actu de ce soir. C'était donc, ça concernait le match d'ouverture du tournoi UEFA B U20 garçons où la Côte d'Ivoire malheureusement s'est inclinée face au Burkina Faso tout à l'heure au stade Robert Champroux de Marcory. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Débutons ce LGT News avec du football. Mercato, Cramo Aubin quitte l'ASEC pour un club tanzanien. Comme chaque mercato, l'ASEC Mimosa se prépare à voir ses meilleurs éléments quitter le club. C'est le cas de Cramo Aubin qui a troqué le maillot jaune et noir pour le rouge et blanc de la formation de Simba SC. L'ailier ivoirien de 27 ans a paraphé un bail de 2 ans avec l'écurie tanzanienne. Avec l'ASEC Mimosa, Cramo a réalisé le doublé la saison écoulée en remportant le championnat et la coupe nationale. Classé 2e du championnat tanzanien derrière Young Africans au terme de l'exercice 2022-2023. Simba SC compte faire mieux la saison prochaine avec l'arrivée de Cramo Aubin. LGT News. Africa Sport, la voix des gradins dénonce des dysfonctionnements dans la gestion du président Kyo. Ce jeudi 6 juillet 2023 a eu lieu à Cocody une conférence de presse organisée par la voix des gradins, une structure qui a pour vocation d'apporter un soutien inconditionnel et multiforme aux dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Objectif de cette rencontre, présenter la structure et donner ses positions vis-à-vis de la gestion actuelle de l'Africa Sport. La voix des gradins dénonce une mauvaise gouvernance et une gestion approximative du club vert rouge. Écoutons son PCA, Zieboulou Crépin. Nous sommes venus aujourd'hui à cette conférence de presse pour éclaircir toutes choses, pour dire aux yeux du monde que réellement ce qui se passe à l'Africa. Et apporter aussi les démentis et aussi donner les solutions aussi au président. Nous voulons qu'il mette la société de gestion de l'Africa en marche. Parce qu'avec cette société de gestion, je pense que l'Africa va se faire construire. Parce que sans ça, il ne voit pas la construction de l'Africa. LGT News. Éliminatoire Ligue des champions féminines, l'Atlético d'Abidjan connaît ses adversaires en marge de la réunion de son comité exécutif qui a eu lieu ce vendredi 7 juillet à Rabat, au Maroc. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions féminines. Le représentant ivoirien à cette compétition, l'Atlético d'Abidjan, a hérité du groupe A et affrontera les Burkinabés de l'Union sportive, les Nigérianes du Delta Queens et les Béninoises de Samneli. Pour sa première participation à cette compétition, dont la phase finale se déroulera en Côte d'Ivoire, l'Atlético devra aller chercher le seul ticket de la zone UFOA B lors du tournoi qualificatif au Nigeria du 18 au 31 août 2023. LGT News. Éliminatoire CAN féminine 2024, la Côte d'Ivoire défie la Tanzanie. Après le tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions féminines, la Confédération africaine de football a procédé à celui de la CAN féminine 2024. Pour le premier tour, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Tanzanie et le vainqueur de cette rencontre fera face au gagnant du match Djibouti-Togo pour le second tour. La double confrontation se tiendra au mois de septembre. C'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Dorgelès, on donne l'information quand même. Oui, oui. Bon, l'information capitale pour l'émission de ce soir, pour la grande team de ce soir, de ce vendredi soir. Pendant toute une saison, nous avons été en votre compagnie pour vous donner toutes les informations sportives en direct. Eh bien, c'est l'heure de la mi-temps. Oui, on va marquer une petite mi-temps. Pendant une dizaine de jours, nous serons au vestiaire avec LGT pour revoir les stratégies de match, rassurez-vous. Donc, recharger les batteries afin de revenir sur le terrain pour terminer la partie en beauté. Donc, à partir de ce vendredi, nous rentrerons donc au vestiaire pour une dizaine de jours. N'est-ce pas, Yelo? N'est-ce? Balo, en commentaire? Oui, ben les téléspectateurs vont nous manquer, mais il faut qu'ils sachent que derrière, on va beaucoup bosser pour revenir en force. Parce que c'est cela aussi l'importance d'une mi-temps, c'est
de pouvoir se ressourcer à tous les niveaux pour être encore productif. Voilà. Donc, effectivement, c'est bien dit. Oui, il faut signifier que c'est la grande team qui ne verront pas, mais peut-être qu'ils nous verront sous d'autres aspects, dans d'autres compétitions, dans d'autres disciplines, parce que vous avez dit, demain, par exemple, il y a le basket et le dimanche également, et la semaine prochaine, il y a UFOA. Donc, effectivement. Voilà, la grande team se repose, mais le sport ne s'arrête jamais. Mais c'est seulement 10 jours, hein, ça passe très vite. Donc oui, Yellow parlait de basketball. Effectivement, il y aura du basket sur la 3 ce week-end avec l'Afro-CAN. Demain, samedi 8 juillet 2023, Kenya, Côte d'Ivoire à partir de 8h20. Et le dimanche 9 juillet, Côte d'Ivoire, Gabon à partir de 9h20. Bon, avec vous, on poursuit toujours l'émission. Il n'est pas encore 22h. Et on parle de ce qui crée le buzz. Donc on part pour Ça Buzz. Le Sabuzz de ce soir concerne Kylian Mbappé. Il est depuis jeudi sur la terre de ses ancêtres au Cameroun. Le footballeur français effectue une visite de 3 jours dans le pays de son père. Au programme, visite d'école, rencontre avec le Premier ministre et match de gala. Bon, la folie Mbappé s'est emparé du Cameroun. On regarde. Le Cameroun déroule le tapis rouge pour Kylian Mbappé. L'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football a été ovationné par des centaines de fans jeudi 6 juillet à son arrivée pour une visite consacrée à des œuvres de charité et un de tout dans le village de son père. Un groupe de 400 personnes environ, arborant pour beaucoup le maillot du Paris Saint-Germain, hurlait son nom quand il est apparu à la sortie de l'aéroport de Yaoundé, la capitale. Mbappé a salué une centaine de danseurs traditionnels qui se produisaient à son arrivée, un événement encadré par une centaine de policiers et de gendarmes. Il séjournera durant sa visite de quelques jours dans un complexe hôtelier appartenant à la famille de l'ancien tennisman Yannick Noah, dernier vainqueur français du tournoi de Roland-Garros en 1983, qui a élu domicile à Yaoundé et fait partie des organisateurs de la tournée de Mbappé. La star mondiale du football a visité à son arrivée l'école pour enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives à Yaoundé, puis participe à un match de basketball avec Joachim Noah, fils de Yannick et ancien joueur de NBA. Il ira samedi à Douala, la capitale économique du Cameroun, où il doit visiter une école, puis se rendra à Djebalé, le village de son père Wilfried Mbappé, né à Douala, mais qui a quitté très tôt le Cameroun pour la France. Kylian Mbappé rencontrera également certaines autorités du pays, dont le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, pour échanger sur tous les projets qu'il souhaite mettre en place au Cameroun. Ce déplacement au Cameroun intervient alors que les relations entre le joueur et le Paris Saint-Germain traversent une phase compliquée depuis plusieurs semaines. Voilà, hein, Kylian Mbappé bien arrivé au Cameroun, bien escorté, sous grande escorte. Est-ce que vous vous attendiez à pareil accueil pour Kylian Mbappé Ballot? Oui, c'est une icône du football mondial. C'est tout à fait normal. C'est la première fois au Cameroun. Tout à fait. Il a été accueilli par 2000 personnes. Oui. Et aussi, il faut savoir que derrière, lorsque ce genre de personnes, de personnalités comme Kylian Mbappé se déplacent, il y a un minimum de préparation aussi. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit comité d'accueil qui a été mis en place pour lui. Et derrière, il est aussi accompagné, reçu par un certain Yannick Noah, qui est une icône aussi du sport camerounais. Donc moi, je pense que oui, compte tenu du standing de la personnalité qui se déplace, effectivement, je m'attendais à un minimum d'accueil et 2000 personnes, je pense que c'est quand même intéressant. Et pour de nombreux Camerounais, on parle de reconnaissance de la terre de ses ancêtres pour Kylian Mbappé. Choualio Diomandé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais je pense que c'est une très bonne chose. C'est un retour aux sources. C'est vrai qu'il a choisi l'équipe de France, mais il n'a pas oublié ses origines. Il est camerounais. C'est vrai, c'est important pour lui, quand tu atteins ce niveau-là, de revenir dans le pays de ses ancêtres. Oui. Et puis là, on voit que les visites qui sont faites, on l'a vu tout à l'heure, la fondation où il allait avec ces jeunes-là, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis c'est un joueur quand même très important, ISL, l'un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui, qui retourne dans son pays d'origine. C'est une fierté pour le peuple camerounais, c'est aussi une fierté pour lui. Il a été accueilli en rockstar. Oui. En rockstar, je pense que ce n'est pas une surprise, c'est quand même Mbappé
il faut le dire tout net, aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et donc les Camerounais sont fiers d'avoir ce garçon-là et qui retourne, il va aller à Yaoundé, à Douala. Et on voit un peu toute cette ferveur, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu sur les chaînes de télé. Je pense que c'est vraiment, ça crée le buzz. Et puis il a reçu vraiment l'accueil qu'il fallait. Voilà. Et que pense Kylian Mbappé, le concerné lui-même de son arrivée sur la terre des ancêtres? Bon, on suit l'interview qu'il a donnée à CRTV News. On regarde et on en parle juste après. Bonsoir Kylian, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, vous? Oh, ça ne va pas si mal que ça, bien remis après ce long voyage. New York, Yaoundé, 11 heures de vol. Ouais, c'était un peu long, mais voilà, je suis très content d'arriver. J'ai pris mes marques ici, je viens d'arriver, donc j'ai passé une belle journée. Donc là maintenant c'est le soir, on va aller manger et on va se reposer tranquillement pour une grande journée demain. Il y a la folie Mbappé qui s'est emparée de la ville de Yaoundé et même de tout le Cameroun à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous étiez conscient de cette attente que les Camerounais avaient vis-à-vis de l'enfant de Bondy qui revient sur ses terres d'origine? Un peu, mais c'est sûr qu'on est toujours surpris, agréablement surpris, que dès l'aéroport, dès que je descends de l'avion, voilà, tous ces gens sont là pour me gratifier leur amour et leur affection. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Et j'ai passé une première journée formidable. Je suis parti voir les enfants, j'ai pu jouer avec eux, je suis venu ici au village. On a fait pas mal de choses déjà et demain on va faire encore pas mal de choses, donc je suis très content. Alors, vos premiers sentiments depuis votre arrivée au pays des Lions indomptables, pays d'origine du papa, surpris par l'enthousiasme des Camerounais? Ouais, surpris. C'est vrai que les gens m'aiment beaucoup ici. C'est vraiment un plaisir de recevoir tout cet amour et de voir la fierté des gens dans leurs regards, dans leurs paroles. C'est vraiment un plaisir. J'ai pu échanger avec pas mal d'entre eux, donc c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir venir ici. Un mot ou deux sur les raisons de votre séjour ici au Cameroun. On sait votre emploi du temps fort chargé. Il y a bien sûr les compétitions des clubs. Il y a eu la sélection nationale. Vous devez renfiler le bleu de chauffe. Le 17, un timing serré. Qu'est-ce qui justifie que malgré ce timing serré, vous ayez jugé quand même utile de faire un détour ici au Cameroun? Moi déjà je pense qu'avant tout, il y a un plaisir personnel de venir, de passer du bon temps. Je pense que c'est un beau pays. Ensuite, j'ai pas mal de choses avec ma fondation. On est venu ici, on est déjà parti dans les écoles des sourds et muets. On a fait pas mal de choses avec ma fondation, donc on est venu aussi pour ça aussi. Et après, bien sûr, pour profiter du pays, de toutes ses saveurs et des belles villes qui composent ce pays magnifique. On connaît Kylian le sportif, le fabuleux joueur, peut-être la nouvelle vedette du football mondial, mais là on découvre un Kylian humaniste. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir du champ sportif? On a visité cette école, l'émotion était assez vive de vous voir comme ça, d'apporter votre brin de solidarité. Oui, bien sûr, je pense que je le fais déjà beaucoup quand je suis en France, mais c'est important de le faire aussi ici aussi, voilà, dans le pays de mes origines. Donc c'est important de venir, que les gens sentent que je suis réel, que j'existe, que je suis pas juste quelqu'un qu'on voit à la télé ou qu'on voit en photo. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir d'être au contact des gens, de voir les enfants, de pouvoir jouer avec eux, c'est vraiment un plaisir pour moi. Alors Kylian, vous êtes capitaine de l'équipe de France, récent capitaine de l'équipe de France depuis la sortie de Loris, et beaucoup de Camerounais se mettent à rêver, à imaginer d'un Cameroun-France ici au Cameroun, pas en comptant bien sûr sur vos contre-gens. Pourquoi pas. Nous, on est des joueurs, on est toujours prêts pour jouer des matchs, peu importe où, peu importe quand. Jouer contre le Cameroun aussi, c'est une grande nation du football, au niveau africain, même au niveau mondial. C'est une nation qui est respectée. Donc après, c'est pas moi qui organise les matchs, mais je pense que ça pourrait être une belle possibilité. En tout cas, si le match amenait à s'organiser, moi je serai là et je serai prêt à jouer et à prendre beaucoup de plaisir. Last but not least, Antoine Mavougra, pas tout comme la maman, on avait prévu 3 questions, mais une dernière question, on va parler de votre trajectoire. On sait que c'est un enfant de Bondy qui est parti comme ça, qui a fait ses classes du côté de Monaco et qui est apparu du côté du PSG. C'est une trajectoire exceptionnelle. Vous avez cru à un moment donné que Kylian pouvait être sur le toit du football mondial? Je rêve, j'ai toujours rêvé, et je continue à rêver, et je le rêverai toute ma vie, parce que c'est gratuit et personne ne peut vous empêcher, mais c'est sûr que j'aurais jamais imaginé devenir ça aussitôt, aussi vite. Mais maintenant que je le vis, j'essaie de le vivre à fond, parce que je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir jouer pour un grand pays comme la France, de pouvoir jouer comme dans des grands clubs comme Monaco, comme le PSG. Ça, pour l'instant, j'ai eu, je pense, une carrière rêvée, et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, on peut dire opération séduction Kylian Mbappé. On peut dire que c'est passé la période où Kylian Mbappé devait jouer en équipe nationale. Bon,
c'est terminé maintenant, Balo. Oui, c'est terminé. Je pense que la preuve que c'est terminé, c'est la raison de sa visite, c'est la réhabilitation d'écoles. Ce sont un ensemble de projets qu'il va mettre sur pied. Il s'est même entretenu avec le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngouté. C'est-à-dire qu'il est en train de créer les conditions pour pouvoir mettre en place ces projets. Lui-même, il l'a dit au sorti de la rencontre avec le Premier ministre. Ils ont discuté de pas mal de projets. Donc, hormis la réhabilitation de ces écoles, derrière, il y aura d'autres projets au Cameroun. Donc, ça prouve qu'effectivement, la page est tournée et qu'il est en train de renouer avec son pays d'origine. Et c'est une très, très bonne nouvelle. On ne va pas rappeler les conditions pour lesquelles il n'a pas joué avec le Cameroun parce que c'est quand même assez honteux. D'après son père, il y a eu des obstacles qui ont été mis pour l'empêcher d'intégrer cette sélection. Mais on voit à quel point Kylian Mbappé veut faire parler son côté humain dans son pays d'origine. Et c'est une très bonne chose. On espère que d'autres vont suivre l'exemple. Hein. D'autres Africains vont revenir vers leurs racines dans leur pays d'origine pour créer les conditions du développement. Et on l'espère en tout cas. Pour revenir à Kylian Mbappé, on parle de sa visite au Cameroun. Mais bon, de nombreuses visites, un beau programme qui est fait, mais on ne parle pas, par contre, d'une rencontre avec le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Yellow. Oui, c'est ce qu'on a appris. Il est arrivé du côté du Cameroun où son arrivée du côté du Cameroun a été facilitée par Yannick Noah. Est-ce qu'il a déposé un courrier pour rencontrer le président de la FECAFOOT qui très souvent a l'air très occupé? On n'en sait rien, mais pour ce qu'on sait, non, il ne verra pas Samuel Eto'o officiellement. Officiellement. J'allais demander un mot. Mais c'est vrai que c'est quand même dommageable qu'un joueur de cette trempe-là puisse arriver au Cameroun et puis ne pas croiser le président de la FECAFOOT, qui est quand même aussi qui fut un grand joueur, Samuel Eto'o. Maintenant, on sait très bien que les rapports entre Yannick Noah et Samuel Eto'o ne sont pas au bon fils. Ils ne vont jamais aller ensemble en vacances. On sait ce qui s'est passé avec l'histoire d'un équipementier. Donc, alors que l'arrivée de Mbappé au Cameroun a été goupillée par le clan Yannick Noah. Donc on voit là que ça va être compliqué, mais c'est vraiment dommage pour le football camerounais, pour le Cameroun, parce que Mbappé au Cameroun avec Eto'o, président de la fédération de football, c'est vraiment une bonne chose, mais malheureusement, il y a des conflits. C'est dommage pour le football. Oui, et c'est des grands noms du sport au Cameroun. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, Yannick Noah et Samuel Eto'o, comme on le sait, apparemment sont en froid. Mais est-ce que Kylian Mbappé ne devrait pas, justement, avec cette visite-là, essayer de les réconcilier, Dorgelès? Bon. Non, c'est possible. Après, je me dis, les autres l'ont expliqué. S'il est venu grâce au clan Noah, on le sait, problème d'équipementier entre Eto'o et Noah. Oui, il peut être pourquoi pas, l'ambassadeur, bien le facilitateur du rapprochement entre les deux. Mais puisque c'est pas Eto'o qui l'a fait venir, je me dis, bon, il va pas aller chercher des problèmes où il n'y a pas. Il est juste là pour suivre ce qu'il a fait, il le fera. Maintenant, oui, si je me demande aussi, pour les rapprocher, il faut que Mbappé soit peut-être au courant de l'affaire. S'il n'est pas au courant de l'affaire, je pense que s'il est au courant de l'affaire, lui, il peut essayer, pourquoi pas, oui, d'essayer de rapprocher les deux. Mais on le sait, hein, le franc-parler d'Eto'o, forcément, même dans son vestiaire, quand il était avec les Songs, ça dérangeait. Donc j'imagine aujourd'hui, oui, le président de la FECAFOOT. Donc voilà, il peut essayer, mais je pense que rien ne va changer. Moi, je pense que c'est une possibilité, mais ce n'est pas l'objet de sa visite. L'objet de sa visite, c'est la réhabilitation d'écoles, ce sont des plans sociaux. Je pense qu'il ne vient pas au Cameroun pour régler les problèmes de personnes. Je pense que ça peut se faire par d'autres moyens. Et puis, si on ramène les choses au contexte africain, Mbappé est le cadet des deux. Donc en Afrique, c'est le grand frère qui appelle les petits frères pour les réconcilier, alors que là, c'est le petit frère qui va appeler deux grands frères et des grands frères exceptionnels, on peut le dire, en termes de sport. Donc oui, c'est une possibilité, mais moi je pense que ce sont des choses, ce sont des détails. En Afrique, on a trop tendance à se focaliser sur les problèmes de personnes, alors que là, il y a des problèmes de fond que Kylian Mbappé veut résoudre, et je pense qu'on va l'exhorter à se concentrer là-dessus.
Kylian Mbappé, en tout cas, qui est bien concentré sur ses objectifs actuellement au Cameroun. On sait qu'il a joué au basket avec Joachim Noah, star retraité de la NBA. Il a aussi partagé un repas avec Francine Nganou. Ils ont mangé d'une ndolé. Oui, le ndolé que je connais un peu, qui a l'air délicieux. Oui. Mais sur la photo, on n'a pas vu manger. On a vu tenir une fourchette, voilà, et le plat de ndolé. On espère qu'il a apprécié ce repas typiquement national du Cameroun. Oui, moi j'aime beaucoup le ndolé aussi. Je suis allée vous voir si vous aimez beaucoup le ndolé. Vous n'aimez pas d'Orgelès? J'ai jamais mangé. Ah bon, je vous invite à manger le ndolé. Je ne connais pas. Vous aussi? Oui. Bon, d'accord. Bon, je vous invite tous à manger le ndolé dès qu'on rentre au vestiaire. Déjà, même parlons de vestiaire. Pendant toute cette saison, on a été en votre compagnie. Vous donnez toutes les informations sportives en direct. Eh bien, c'est l'heure de la mi-temps. Effectivement, pendant seulement une dizaine de jours, nous serons au vestiaire avec LGT. Que LGT pour revoir les stratégies de match, recharger les batteries afin de revenir sur le terrain pour terminer la partie en beauté à partir de ce vendredi seulement. Nous rentrons donc au vestiaire pour une dizaine de jours. Bon, c'était Kylian Mbappé qui créait le buzz ce soir. On a aussi parlé dans l'actu de l'UFOAB et voilà, et pour la grande team de ce soir. Et aussi de la mascotte, oui, de la mascotte Aquaba, il s'appelle. Oui, la mascotte de notre ami Magat. Oui, la mascotte de notre ami Magat qui était à la cérémonie, qui nous a emmené de très belles images, ce qui annonce le top départ pour la CAN, le compte à rebours. Et lancé, je vais lui demander, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, absolument, parce que c'est vrai que le compte à rebours a commencé, les choses sérieuses commencent, mais c'est vrai, le plus important, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a la mascotte, c'est vrai, il y a le tirage au sort, mais c'est le sportif, il faut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis aussi, bien organiser la compétition. Là, deux défis. Bien organiser la compétition et gagner la compétition. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre ça, mais une chose est certaine, il faut gagner la compétition. Vous êtes optimiste que la sélection ivoirienne peut gagner la compétition, la CAN. Tu dis? Je disais qu'on souhaite, effectivement. Oui, il souhaite. Je souhaite qu'on gagne la CAN. C'est vrai, je dis qu'il y a deux défis. Bien l'organiser et gagner la CAN. Maintenant, c'est vrai que vous posez une question, est-ce qu'on peut gagner la CAN? Nous sommes en football, tout est possible. Maintenant, il ne faut pas nous reproduire la copie pâle de Ndola face à la Zambie. Il faut maintenant passer à une autre dimension, présenter une très bonne équipe et puis gagner la Coupe d'Afrique. Voilà. Ça passe par les deux matchs amicaux aussi qui arrivent déjà. Oui, déjà les deux matchs amicaux, le Mali, le Maroc. Voilà. Donc bon, la sélection ivoirienne va bien s'entraîner, oui, Balo? On espère bien, parce que nous, très souvent, lorsqu'on est qualifié d'office ou qu'on joue des matchs amicaux, on n'a pas le même état d'esprit. Donc on espère que ça va changer aussi. Yellow, un dernier mot sur la sélection ivoirienne qui se prépare pour la CAN. C'est bien beau de bien organiser, mais il faut aussi gagner la CAN. Oui, bien beau d'organiser, gagner la CAN, cela passe par les préparations, par les différents matchs amicaux. Faites-vous plaisir, faites plaisir aux Ivoiriens qui vous supportent, faites plaisir aux journalistes sportifs qui sont là tout le temps, vous supporter, commenter les matchs. C'est vrai qu'on n'est pas sur les pelouses, mais en tant qu'Ivoirien, ça fait du baume au cœur de savoir que nos éléphants jouent bien, qu'ils produisent du bon jeu. C'est vrai qu'il y a des favoris. On parlait du Maroc, si possible, si le Cameroun est qualifié, le Mali et tout. Mais faites-nous plaisir, emmenez-nous, Jean-Louis Gasset, emmenez-nous les joueurs en forme du moment. Pour cette CAN, on a besoin de la qualité. Voilà, et donc... allez les éléphants. Je parle comme si on se retrouvera en janvier. Non, dans quelques jours. Non, on se retrouve seulement dans quelques jours. On se retrouve seulement dans une dizaine de jours. Donc j'espère que vous ne l'avez pas oublié, c'est seulement dans 10 jours. Donc, approximativement. Voilà. Approximativement, mais non, ne vous inquiétez pas, on sera présent. On est toujours au poste. C'est terminé. Je vais vous demander merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la grande team. On se repose un tout petit peu. Oui, très belle émission. C'est les vacances. Même chez les tchatcheurs, c'est aussi les vacances. Bon, vous avez c'est pas les vacances. Nous, c'est pas les vacances. Ah bon, c'est pas les vacances? Nous, c'est juste une petite pause technique. Et on revient dans 10 jours. Yellow, on se retrouve très vite. Oui, on se retrouve très vite. Très vite. Dangerous. On se retrouve très vite. la conclusion de l'émission? Non, du tout. Non. Jamais. Balo, on se retrouve très vite. On se retrouve et puis je vais travailler pour ne plus lutter la parole. J'espère. Sinon, je vous mâche les pieds.
Bon, voilà, Dorgelès voulait la conclusion. Il n'aura pas la conclusion. Personne n'aura la conclusion. C'est que moi qui vais conclure pour ces 10 jours à venir. C'était un plaisir de vous avoir pour la grande team. J'espère que vous avez passé une agréable soirée avec nous. On se retrouve donc dans seulement quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.